Hop, je te laisse. On va quand même faire une petite présentation rapide. Donc, ce n'est pas un mauvais copier-coller. Hein. On a commencé la même année. Ça fait depuis 1999. On est tous les deux chez Gaia Volubis, Nathanaël depuis 99. Non, depuis 2005. 2005, ouais, d'accord. Ça fait des petites infidélités. Hein. Tu fais mes armes. Et moi depuis 2017. Voilà, nous, Gaia Volubis, on intervient beaucoup sur les événements d'État. Voilà. C'est qui laisse des verres. Je vais en mettre. C'est un peu ouvert, mais pour le bruit. Voilà, j'en étais juste à la présentation. Gaia Volubis, donc nous on intervient beaucoup sur les événements comme ça. On est venu à 8 là sur tous des speakers. Je ne sais plus combien de sessions on a participé, que ce soit seul ou j'ai côté Gaia Volubis, une grosse dizaine, plus un petit peu côté plus un peu d'animation à droite à gauche. Donc voilà, donc on intervient là, on intervient sur les Commons. Je rappelle juste que l'année prochaine, en juin, il y a le Common Europe à Lyon. Voilà, qui va être 14 au 17. 14 au 17 juin. Oui, c'est bien. Voilà. Je prendrai ça sur mon temps. On partage beaucoup de contenu en ligne, que ce soit par Volubis, qui est bien référencé normalement dans les moteurs de recherche. Nous, Gaia, on écrit des blogs tous les mardis à 10h. Régulièrement, et tous les mardis à 10h, on pousse un article sur LinkedIn. Voilà. On décide entre nous qui est de corvée. Pour trouver un bon sujet et y aller. Donc voilà, donc on partage beaucoup, on aime bien ça, et voilà, pas la peine d'en dire plus sur nous. Donc on va parler des API RSE et essentiellement de la gestion des certificats qu'on peut faire dans les API RSE. Avant d'en arriver là, je vais juste vous faire un petit rappel sur les API RSE. Donc les API RSE, c'est assez récent. On est en 2025. Elles sont apparues en 2024. J'ai plus l'ATR sur laquelle c'est apparu. Voilà. Donc c'est des web services qui sont fournis avec l'OS, qui vont vous permettre de faire un certain nombre de choses. C'est quand même, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus typé administration-exploitation, ce qu'on peut en faire, mais on peut en faire aussi beaucoup plus parce qu'on peut appeler des programmes, on peut faire des requêtes SQL, donc on peut très bien, depuis l'extérieur, piloter le démarrage d'un traitement. Ceci. Après, ça pose d'autres problèmes. On est d'accord. Depuis un navigateur, donc il y a quand vous n'avez pas démarré la sécurisation de votre serveur, vous pouvez y accéder par le port 2011. Ça sera juste en consultation. D'ailleurs, vous verrez la page Open Liberty qui va avec. Vous verrez ce que vous pouvez faire et peut-être ça vous décidera de dire je vais activer pour pouvoir les utiliser. Si vous voulez les utiliser, donc être en gestion, pour ça, il va falloir sécuriser le serveur admin 5. Donc, vous le retrouvez dans le HTTP admin. Hein, vous avez un serveur admin 5 qui est dans les serveurs d'application. Vous appliquez TLS dessus. On trouve très facilement des procédures sur Internet. On a mis nous en ligne, mais il doit y en avoir d'autres aussi. Voilà. Pour le faire, il suffit de suivre l'application d'un certificat. C'est un peu le sujet. On va voir. Et donc après, il suffit donc, host, hein, c'est le nom de votre machine ou son adresse IP, donc en HTTPS 2.2012. Vous avez un premier lien qui en fait vous amène juste sur une page où il y a un bouton à cliquer. Donc on est un petit peu feignant, on va aller directement sur cette URI là et là on accède directement à la page Open Liberty.
Donc, c'est une page comme ça, qui est très classique dans tout ce qui est web service aujourd'hui. Je vous fais juste une aparté. Si vous exposez des web services aujourd'hui, vous avez des Swagger et vous êtes obligé de donner vos Swagger en fichier texte, le JSON qui est dedans en fichier texte, à ceux qui vont vouloir appeler vos services. Il y a une TR qui sort, on est jeudi, demain, qui sort demain, où nos serveurs IWS vont pouvoir migrer sous un nouveau moteur, qui est un moteur Jakarta, qui en natif est capable de faire des pages comme ça. Donc, je n'ai pas encore testé, je ne sais pas encore comment ça va marcher, s'il y a des choses à faire ou pas. Samedi. Mais voilà, samedi, j'ai mon week-end de prévu. Et mardi, je fais un post sur le blog, c'est ça? D'accord, ok. Donc voilà, donc on va pouvoir sur IWS avoir aussi des documentations comme ça qui sont dans ce qui se fait aujourd'hui. Comment ces documentations-là marchent? Et bien là, déjà, vous avez votre serveur. Donc si jamais dans cette documentation-là, vous pouvez accéder à plusieurs serveurs, et ben, vous allez avoir votre liste dans la combo box, mais normalement, on n'a qu'un seul serveur. Vous avez un petit bouton d'autorisation dans lequel, si vous cliquez dessus, vous allez accéder aux différents moyens par lesquels on peut s'autoriser. Donc souvent, c'est soit d'authentification basique, soit un token. Et puis après, vous allez avoir vos différents services. Donc là, ça, c'est un service avec les différentes méthodes qui sont en dessous. OK ? Et quand vous voulez aller voir une méthode, eh ben, vous ouvrez ici et puis on va voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Alors, donc oui, bien entendu, je vous ai dit que c'était sur le serveur admin 5, donc il faut que votre serveur admin 5 soit démarré sur votre machine, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc là, je vous ai remis... il fallait configurer TLS. En fait, j'ai pris de l'avance sur mes slides. Et une fois que vous avez configuré TLS, donc là, je suis dans le HTTP admin, je vois mon serveur admin 5, il tourne, et j'ai mes deux ports, 2011-2012. Donc le 2011 en HTTP, je ne peux faire que de la consultation. Le 2012, je peux utiliser les API RSA. Dedans, vous avez 8 services. Donc, l'administration service, dedans, ça va vous permettre de sécuriser un petit peu les accès. Vous allez pouvoir dire un petit peu ce qu'on peut faire, qui peut le faire. Parce qu'à la base, si vous dites rien, tout le monde est autorisé à partir du moment où il a un profil et un mot de passe IBMI. Mais quelqu'un qui a un profil mot de passe IBMI, a priori, il peut faire ce qu'il veut si vous fermez rien. Donc, si vous vous mettez à les utiliser, si vous ne les utilisez pas tout de suite, il faut aller là-dedans et faire quand même 2-3 petites choses. Vous allez pouvoir avoir sur les commandes CL, donc récupérer une commande, comment elle marche, lancer des traitements par des commandes CL. Vous allez avoir un petit peu sur l'IFS deux, trois choses. On peut récupérer la liste d'un répertoire, récupérer le contenu d'un fichier et pousser du contenu dans un fichier, grosso modo. Le Q6 service, c'est un work obj. Voilà. Par web service. SQL service, eh ben, là, vous allez pouvoir lancer des requêtes SQL sur votre service. Donc, ça peut être très, très fast. C'est pour ça, je reviens là-dessus, bloc, hein, parce que c'est vraiment toutes les requêtes SQL, hein, comme ça. Le security service va vous permettre de pouvoir obtenir notamment, non, pardon, excusez-moi, le security service, ça va être l'objet de, après quand Nathanaël va prendre la parole, tout ce qu'il y a sur les certificats. Bon, bah, il y a le serveur information service où vous allez avoir plutôt des informations, pas vu pour l'instant de choses très exceptionnelles là-dedans. C'est la configuration, Ouais, le numéro du serveur. Les configs Java,
Et le session service dans lequel vous allez pouvoir demander, entre autres, il n'y a pas que ça, mais vous allez pouvoir demander un token pour créer une session. Quand je dis une session, c'est une session au sens API RSE. Ce n'est pas une session 50-50, c'est une session API RSE. Et quand vous avez un token et que vous avez bien fait ici, bien administré ici, vous allez pouvoir dire, un token, il dure tant de temps, un token, j'ai le droit de faire 5 actions, un token, enfin des choses comme ça. Ce qui fait que si vous êtes sur des tâches d'exploitation très carrées, vous savez que quand je vais me connecter, je vais avoir besoin de lancer 3 services, vous limitez à 3 actions, votre token. Comme ça, vous êtes sûr que si un jour, l'appel se fait pirater, malgré tout, vous limiterez à 3 actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, mais là, on est dans la ligne. Donc, je vous ai encadré en rouge sur tous ceux sur lesquels je vais un petit peu parler, dont on va parler dans la session. Donc, la récupération d'un token, c'est dans le session service, c'est un poste. On a la suite de l'URI et dedans, c'est simple, pour avoir le token, il faut faire l'authentification basique. Donc, on va vous demander un profil, un mot de passe. À l'heure actuelle, le token, il demande dans le JSON aussi un host. On a essayé d'appeler l'autre partition chez nous pour récupérer un token comme ça. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. On a un cas ouvert au point service. On va voir, là, il est ouvert depuis quelques temps. Il n'a pas beaucoup bougé là, ces derniers temps. Mais on espère pouvoir y arriver parce que ça va pouvoir permettre, si ça marche, d'avoir une machine maître chez nous sur laquelle on va peut-être pouvoir distribuer nos certificats sur nos différentes partitions, ce qui pourrait être très intéressant dans le cadre de notre session aujourd'hui. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Voilà. Dans les administrations services, donc c'est ce que je vous disais, il y a un service poste aussi, et c'est sur celui-là où on va pouvoir mettre une config. On met une configuration pour dire qui est autorisé, les profils autorisés à être déjà administrateur sur les API RSE, donc à pouvoir aller revenir ici et modifier ce qu'on a fait là. Les profils qui vont pouvoir utiliser les API RSE, en sachant que si je suis administrateur, je peux utiliser les API RSE. Il faut, ça semble assez normal. Et c'est là où on va pouvoir dire mon token, il va me servir que pour 3 appels, ou 10 minutes, ou les deux. On va pouvoir limiter sur l'IFS la taille des fichiers accédés. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut faire qui sont assez intéressantes. Et là encore, il y a certains services qui ne peuvent être appelés que si on a un token. Il y a des services qui peuvent être appelés, par contre, en authentification basique sans token. Je vais où je vais. Non, je vais. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais ouvrir une IDA pour demander à ce que seul ce service-là soit en authentification basique et que tout le reste puisse être juste en token pour pouvoir justement limiter les actions et sécuriser un petit peu plus. Donc on verra si ça marche ou pas. Voilà. Moi, je voulais juste vous faire un petit rappel comme ça, assez rapide. Et après, il y a tout le bloc Security Service où là, j'ai rien dit parce que je passe la main à Nathanaël. Tu voulais pas Merci faire beaucoup. Je regarde à quelle heure on arrête. C'est 12h15 la fin, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un produit vraiment où nous, alors ça ouvre plein de possibilités très faciles. On peut faire des scripts, etc. C'est génial. On y croit. Il y a plein de trucs. Le seul problème, évidemment, c'est qu'il est tout ouvert au lieu d'être tout fermé par défaut. Et comme il est actif par défaut chez tout le monde. Bref. Donc, allez voir. L'année dernière, tu as fait une session sur RSE. Ouais. Si vous voulez voir dans la globalité comment ça marche. Nous, on l'a axé cette année sur la nouveauté qui était dans RSE, la partie sécurité.
nous permet de gérer les certificats que vous associez à vos différents services, à vos serveurs web, etc. aujourd'hui dans DCM. DCM, c'est un produit qui marche super bien, on a refait l'interface, c'est vachement mieux qu'avant, mais ça reste un produit où il faut aller se connecter humainement sur une IHM et puis faire des imports-exports, associations, etc. Deuxième possibilité, vous passez par les API, il faut aller programmer les API DCM du Global Security Kit. C'est pas fun à faire hein, pour ceux qui ont essayé, c'est pas hyper drôle, mais vous pouvez le faire. Bien sûr, il faut déployer vos programmes sur les partitions pour les exécuter, machin. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, au travers des web services fournis par RSE, faire ces mêmes actions de façon plus simple, dès lors qu'on aura tout compris. Donc l'idée, c'est de dire, dans la partie security, vous avez un certain nombre de routes, de méthodes de votre web service. On peut aller supprimer un certificat, on peut aller exporter un certificat, avoir les infos, associer un certificat à une application. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans DCM, d'accord? Je ne vais pas toutes les faire, ok. Lister les certificats, les autorités qui sont dans le magasin de confiance ou pas, etc. Et vous avez 2 ou 3 services également qui sont plus là pour récupérer vos attributs de configuration TLS, etc. Savoir quels sont les protocoles autorisés sur votre système. Et par défaut, quels sont ceux qui ne le sont pas. D'accord. Donc évidemment, ça correspond à des commandes que vous pourriez trouver en natif, d'accord, et tout ce qui est plutôt en vert, là, plutôt des actions type EDC. Donc on ne va pas tout faire. Hein. Évidemment, ça va sans dire. Pour appeler ces services-là, vous avez sécurisé RSE, vous êtes HTTPS, on ne va quand même pas faire passer des infos de sécurité en clair. C'est pour ça que je le rappelle. Donc, vous avez maintenant, okay, ça c'était juste pour dire, vous pouvez récupérer toute la description OpenAPI et vous remontez ça dans un Postman, par exemple, de sorte que vous puissiez humainement, en tout cas, introspecter les API et faire ça. Vous pouvez le faire ici au niveau de l'interface, mais évidemment, rien n'est enregistré, vous fermez la page web, etc. Vous m'importez dans un Postman si vous avez l'habitude de bosser, ou autre, d'accord, mais si vous avez l'habitude de travailler avec des web services, vous pouvez créer des scénarios, les enregistrer, les partager en équipe, etc. Et puis, vous ne perdez pas tout ce que vous avez fait d'un jour à l'autre. Donc, on va essayer la démo live avec la petite incertitude de c'est un live, elle n'est pas tombée, etc. D'accord? Donc, j'ai les captures d'écran. L'idée, c'est quoi? Oui, pardon. Donc, pour utiliser ces services-là spécifiquement, il faut qu'ils soient autorisés dans la conf, mais il faut que vous soyez au LOBJ et SecADM comme pour accéder à DCM. Normal. Et puis, il faut que vous ayez le magasin, le mot de passe du magasin de certificat système, évidemment. C'est normal, on va utiliser DCM derrière, c'est ce que demande DCM en réalité. Je crois que ça fait partie quand même des services où on est obligé d'avoir un token. Oui. Pour la faire. Alors, je vais générer le token, je vais vous montrer. Pour générer le token, il faut passer profil mot de passe. Donc, évidemment, ici, vous verrez mon mot de passe puisque je fais la live démo. Je ne peux pas faire autrement que de vous montrer le mot de passe. Non, ce ne sera plus le même dès qu'on aura fini la session. Quand même. Bon, j'ai pris 2-3 petits scénarios pour montrer la mécanique du produit, parce qu'on ne va pas faire toutes les méthodes dans le détail du détail, etc. D'accord, mais l'idée, imaginons que j'ai une instance Apache sur mon IBMI et que cette instance Apache, je veux la sécuriser par un certificat classique, d'accord. Donc, le certificat, soit vous l'autogénérez, soit vous l'importez. Ici, évidemment, on va l'importer. Et puis, il faut associer, une fois qu'il est importé, il faut associer le certificat à l'instance. Évidemment, il faudra redémarrer l'instance pour vérifier qu'il est bien pris en compte. C'est au redémarrage que ça se passe. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit refresh, je pense. J'ai un petit serveur, parce que j'ai... ça fait beaucoup, ça. J'ai un petit serveur HTTP de base, hein, j'ai juste fait create instance, il n'y a rien dessus. Il fonctionne en HTTP tout court. J'ai fermé l'HTTP admin, j'aurais peut-être pas dû. Bon, ceci dit, on ne verra pas grand-chose dans l'HTTP admin. Okay, j'ai un serveur.
J'ai dans DCM, je me suis connecté à l'avance, ok, magasin système, etc., etc. Ma machine s'appelle iTest 10, j'ai un certain nombre de certificats que j'utilise pour les différents services, Telnet, compagnie. J'ai mes autorités de certification, etc. Donc, avec différents trucs, ok, classique, tout va bien. J'ai également, faire un petit refresh peut-être. J'ai également une application qui correspond à mon serveur Apache, parce que je vais déjà jouer avec, donc j'ai déjà une application. Et c'est dans la mécanique de DCM, vous n'attachez pas directement un certificat à un serveur, il y a une application qui représente le service avec des attributs, et on attache le certificat à cette application. Tiens, oui, j'en ai déjà un, c'est pas grave, on va le changer, d'accord. Et pourquoi vous avez une application? Parce qu'en fait, ça vous permet d'aller mettre des attributs du type, tiens, c'est quoi les protocoles spécifiquement que je veux autoriser pour ce service-là, etc., pas pour les autres. Donc, ça vous permet d'être plus fin. C'est pas mon sujet, je vais revenir là. Donc, j'ai une instance qui aujourd'hui est déjà sécurisée, mais par un certificat qui s'appelle iTest 10 compagnie. Si je vais retourner voir mon instance en HTTPS, j'ai un certificat, hop, c'est écrit peut-être un peu petit, iTest 10, Gaia, avec une certaine autorité de certification. J'ai réutilisé celle du WebAdmin, pour montrer que j'en ai. Mon petit scénario, c'est de dire, je vais aller importer un certificat qui est ailleurs, je vais le monter dans DCM, je veux l'affecter à ce serveur-là, j'arrête, je redémarre, on vérifie que ça change de certificat. Si je le fais cette fois, évidemment, par du web service et pas en mode DCM, évidemment. Donc ça, c'était pour montrer ce qu'on a vu en direct. Ok, on a vu en direct, très bien. Première chose, j'ai fait un petit scénario avec Postman, d'accord. Je ne sais pas si je peux agrandir. Je ne peux pas agrandir Postman. C'est un mot de passe fort, dis donc. Mais je vous l'ai dit, il est pour la démo. Sinon, je fais des fautes de frappe. Donc, il faut d'abord générer un token auprès du serveur RSE pour pouvoir appeler les API DCM. Donc, j'appelle déjà un service de token. Alors, il y a des variables d'environnement. Le base URL ici, c'est un iTest 10, RSE API, etc. Mais l'idée, c'est de dire sur quelle machine on veut travailler. Celle qui est la locale par rapport à l'URL, donc la iTest 10. Un user ID que j'ai créé pour l'occasion, qui sera supprimé tout de suite, et évidemment un mot de passe qu'il ne faut surtout pas faire. Donc c'est à cet endroit où le host, si vous ne mettez pas localhost, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé même là de mettre iTest 10. Non. Je sais bien qu'il y avait, mais c'est pas c'est pas un contrôle plus, c'est un contrôle plus égal. On va faire comme ça. C'est plus lisible. Hop. Donc l'idée, c'est de dire, j'appelle ce service-là. Alors l'outil a la courtoisie de vous donner également le flux HTTP qui va transiter ou les syntaxes curl qu'il faut utiliser. Si vous voulez réintégrer derrière chez vous, voilà, c'est hyper simple. Typiquement, je vais laisser un petit peu le curl. Donc, OK, c'est tout paramétré par rapport à la description. Globalement, j'ai juste eu à prendre la description des services et remplacer par mes vraies valeurs. Globalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. J'appelle le service. Hop. Il me renvoie, donc, il ne me renvoie rien du tout, mais surtout, il me renvoie un code HTTP qui dit « j'ai bien créé ton token », donc ça va bien. Et le token, il n'est pas renvoyé dans le corps de la réponse, il est renvoyé ici dans les entêtes, c'est un choix, mais bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc c'est comme ça, d'accord. Et je vais aller garder ce token-là. On a fait en sorte qu'ils aient des durées de validité suffisantes pour qu'on fasse les démos de façon sereine, d'accord, donc il n'y a pas de pression. Pour éviter d'aller me le copier-coller partout à chaque fois, j'ai créé une petite variable d'environnement là qui dit hop, enregistre mon token s'il te plaît. Donc, première étape, vous enregistrez un token, il a une certaine validité, mais ce n'est pas compliqué, il vous faut un profil, un mot de passe, c'est le minimum. Deuxième chose, une fois qu'on est authentifié, très bien, cette authentification, on va la passer derrière aux différents services qu'on va appeler.
Donc, pour passer l'authentification, alors dans l'outil, il y a un onglet authentification parce qu'il y a des standards, etc. Donc, je lui donne mon token que j'ai mis dans ma variable. Concrètement, ça se traduit comment? C'est un en-tête HTTP qui va être passé avec votre authentification derrière. Donc, c'est très simple à appeler et j'ai des syntaxes même d'appel dans d'autres langages. C'est extrêmement simple. Je vais lui dire ici, je veux importer, donc c'est un service Security DCM Certificate Import, et je veux importer un certificat. Donc, il va me demander plusieurs choses. Dans quel magasin tu veux importer, enfin, quel type de magasin? CMS, ne me demandez pas pourquoi CMS, ça veut dire DCM. Ce n'est pas les mêmes lettres, en plus, c'est dans le désordre. Non, j'avais lu l'acronyme, je ne sais plus ce que c'est. Manager Système. Ouais, parce qu'il y a plusieurs types, ça peut être des magasins Java avec du JKS, ça peut être d'autres types. Mais en gros, il prend de toute façon que du DCM en charge. Donc là, vous êtes obligé, pour l'instant en tout cas, parce que s'ils l'ont mis peut-être, il y a une subtilité, mais vous êtes obligé de mettre CMS. Le magasin, donc vous avez le magasin système, Certificate Authority, etc. Donc, les certificats qu'on utilise dans nos applications classiques, c'est système. Le petit mot de passe du magasin. Ça me rappelle des souvenirs. Le type de certificat, est-ce que c'est certificat client-serveur ou est-ce que c'est une autorité de certification? Et le format du certificat. Alors, le format du certificat, je vais peut-être revenir 2 petites secondes sur les slides. Tac. Les formats de certificat, vous avez du PKCS12. Alors, c'est les formats standards, hein, c'est pas exotique, hein, d'accord. Pour les certificats serveur-client, pourquoi? Parce qu'il faut importer en même temps que le certificat la clé privée pour qu'on puisse utiliser le certif sur un serveur. Et si vous amenez la clé privée, le certificat doit forcément lui être lui-même recrypté, en fait, protégé par un mot de passe. On ne va pas se balader avec la clé privée en clair. Donc, c'est des certificats qui ont déjà été exportés avec un mot de passe de cryptage. Pour les autorités de certification, qui sont des clés publiques globalement, vous pouvez utiliser des formats CRT, DER. Donc, c'est des formats classiques qu'on va trouver, Begin, Certificate, and Certificate, avec encodé en base 64, etc. Donc, bon, on avait préparé pour limiter la présentation, d'accord. Les autorités de certification, on les a déjà. Sinon, il faut les importer à l'avance, mais j'avais peur qu'on dépasse un peu le sujet. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Petite particularité, du coup, on indique quel est le type de certificat, enfin le format de certificat. On indique sous quel nom il va être enregistré dans DCM, parce que quand vous importez un certificat, vous lui donnez un petit alias, c'est comme ça qu'on manipule. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait du plan là-dessus. Il faut lui donner le mot de passe avec lequel a été crypté le certificat pour que lui, il check ça et qu'il sache s'en servir à l'arrivée. Et il faut lui donner le certificat. Comme on est dans un document de JSON ici, et que le certificat, il est crypté, c'est du binaire, pour faire passer le certificat dans le JSON, on va le réencoder en base 64. Base 64, c'est simplement transformer du binaire en caractère affichable pour le faire passer. Ce n'est pas du cryptage, c'est juste de l'encodage. Donc, certificat en base 64. Alors là, j'ai fait un copier-coller à l'avance pour simplifier, excusez. Mais c'est très facile. Comment j'ai fait? J'ai mis une slide. Vous allez sur Internet, base 64 en code, mettez votre fichier, récupérez les trucs. Si j'ai bien travaillé et que je fais... Alors, pardon, avant quand même, parce qu'on aura du mal à regarder après. Donc, on est d'accord que dans mes certificats ici, si je demande les certificats client ou serveur, par exemple, hop là, j'ai un certain nombre de certifs client serveur. Ceux en rouge sont périmés, OK, et ceux en blanc, j'en ai pas qui s'appellent PowerWeek 25 ou quelque chose comme ça. Pardon. Si vous êtes d'accord après, c'est trop tard. J'exécute. Tuc. Code 204, il me dit qu'il n'y a pas de contenu, mais les codes en HTTP 200, ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc, je n'ai pas de contenu d'erreur. Je suis content. Donc, OK, tout va bien. Si je retourne dans mon magasin de certif et que je lui fais un petit refresh, il me dit, hop là, W25, une démo qui marche. J'aime beaucoup.
Donc là, vous avez accès à votre certificat comme si je l'avais fait manuellement dans DCM. Okay, tout pareil. On voit la chaîne de certification et j'avais déjà c'est un certif que j'avais fait sur la machine et que j'avais supprimé après. D'accord, mais j'avais déjà la chaîne de certification qui va bien. Pas de problème. Si vous n'avez pas le certificat racine dans DCM, l'import échoue et vous avez pour le coup un gros message d'erreur. Donc en tout cas, l'import du certif se passe bien. Donc, ok, le gros du document, c'est surtout le certificat lui-même, sinon les quelques paramètres ne sont pas trop méchants. Ok, une fois qu'on a notre certificat, ben, on va l'associer à notre serveur. Alors là, c'est relativement plus cool, hein, d'accord, on a besoin de deux trucs. Comment on fait l'association? On a besoin du nom de l'application qui est attaché au serveur, et on a besoin de l'alias du certificat, le nom sous lequel on a importé. L'alias ici, c'est un tableau parce que vous pourriez attacher plusieurs certificats à une application. Ça demande de la sous-conf derrière, évidemment, mais on peut attacher plusieurs certs. Donc ici, ok, l'appel est évidemment beaucoup plus simple. J'exécute. Pas de cri. J'exécute, donc il me dit ok, tout va bien, pareil, code retour de 100. Je vais refresh un petit peu pour être sûr qu'ils prennent en compte. Si je regarde mon certificat, il me dit « Je suis attaché à l'application HTTP Server Power Week 2025 ». Par, comment dire, réassurance, je vais regarder l'application et l'application, elle me dit « Tu as bien le certificat Power Week 2025 qui est attaché ». C'est cohérent dans les deux sens. Je vais… Oui, alors je sais, c'est en 52-50. Faites jamais ça chez vous, c'est mal. Il y a une raison. J'arrête, je redémarre mon serveur web. Je fais un petit CTRL F5 dans mon navigateur, histoire de duke. J'ai peut-être fait un peu vite. Maintenant, ça repart vite. Donc, il me dit, attention, le navigateur ne fait pas confiance, c'est une autorité locale, il n'est pas connu de mon navigateur, c'est normal, il fait son job, hein, d'accord. Donc, je vais dire, vas-y quand même, je me fais confiance à moi. Hop, et si j'affiche le certif qui va bien, cette fois, c'est bien un Power Week 25, etc., qui va bien. Et donc, évidemment, on aurait pu le faire manuellement, mais le but, c'est d'automatiser. Et aujourd'hui, automatiser avec du web service, bah, ça devient assez simple, parce que là, vraiment, dans tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de difficulté. Encoder un certif en base 64. Le coup, ça marcherait avec un Let's Encrypt, par exemple. Si je fais la procédure au départ, parce que c'est souvent ce qu'on veut faire, c'est gratuit. Il faut les renouveler souvent, et c'est bien le problème. C'est la limite. Et vous aviez d'ailleurs chez Ubis tout de suite. On a du Let's Encrypt sur nos sites. Ouais. Mais on a un gros mélange de script shell, de programme CL, de machin, parce que il y a un petit peu des bouts dans tous les sens, effectivement, et qu'on était un petit peu en galère. Alors aujourd'hui, vous avez aussi, pour être franc, vous allez sur GitHub, vous cherchez DCM Tools sur The Prez, qui est Jesse Gorzinski, et il a wrappé les API DCM dans des commandes shell. D'accord. Pour faire à peu près pareil, DCM import-export, mais il faut lancer la commande shell sur le système. Là, on peut distribuer depuis l'extérieur. Et on peut paramétrer qui va avoir l'autorité de faire ces actions. Parce que finalement, l'idée, c'est de remettre à disposition à l'équipe réseau en charge de la sécurité. Bah, exactement. Là, tu fais un petit script qui enchaîne tes 3 appels curl qui vont bien, et tu dis à l'équipe réseau, vous mettez le certif là, vous déclenchez le script. Et tu as réglé le problème de… Cette personne qui nous disait que sous Linux, c'était tellement facile, alors que sur l'S400, c'est chiant. Voilà, on peut lui fournir un service. Puis tu le mettras sous navigateur Fori dans l'interface graphique, comme ça, ce sera moins pénible. Mais ouais, on peut tout à fait. Et puis, ouais, l'idée, c'est exactement ça. Alors, le premier scénario, c'était pour le faire très simple. Le deuxième, c'est exactement celui-ci. C'est la plupart du temps, effectivement, on travaille pour les sites, en tout cas, qui ont besoin de communiquer à l'extérieur avec des autorités publiques. Ce qu'on appelle autorité publique, ça peut être aussi en interne vos propres autorités d'entreprise, mais qui sont gérées par le service sécurité, etc., et qu'on n'a pas directement sur l'IBMI. Donc, vous pouvez acheter vos certificats chez VeriSign, etc., des fournisseurs externes. Vous pouvez les acheter en interne auprès de vos services sécurité qui vont les signer avec les autorités internes.
de notre point de vue à nous, c'est pareil. C'est une autorité externe et publique. Donc, effectivement, le deuxième, alors j'avoue que je n'ai pas acheté un certificat pour la presse. J'ai hésité, j'aurais pu. Mais on a des certificats publics. Par exemple, volubis.fr, c'est un site web qui est hébergé sur nos IBMI. Et on l'achète chez Gandhi, qui lui-même l'achète chez... ils ont changé de fournisseur, donc je ne sais plus maintenant si c'est du... Avant, c'était souvent GlobalSign. Mais... Ouais, mais maintenant, tu as une option quand tu achètes et tu as deux possibilités. Ils te disent, est-ce que tu l'achètes à GlobalSign ou à truc? Puis tu as un gros encart qui dit, va ici, c'est mieux. C'est vrai. Je pense qu'ils ont un accord, mais qui est meilleur. En tout cas, par exemple, chez Gandhi, on achète, nous, nos certificats Volubis ici. Donc là, évidemment, ça dépend comment vous êtes organisé, vos équipes et tout. Mais en gros, évidemment, quand on récupère les certificats, en fonction de vos fournisseurs et comment vous travaillez, on récupère souvent, vous pouvez récupérer indépendamment les autorités de votre certificat, ou vous pouvez demander à tout obtenir en même temps, bref. Mais globalement, on récupère nos affaires. Ici, j'ai récupéré évidemment un format PFX. Enfin, PFX, c'est l'extension à la petite norme correspondante, c'est PKCS12. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas pareil, mais qui contient toute la chaîne de certification, clé privée, clé publique, et bien sûr qui est protégée, parce que comme il y a tout à l'intérieur, quelqu'un qui le récupère peut se faire passer pour vous. Donc celui-ci, je l'ai récupéré, je l'ai encodé en base 64 sur n'importe quel site, mais vous pourriez très bien le faire chez vous. Vous avez les services SQL qui vont bien pour aller encoder, décoder en base 64, d'accord ? Donc, si on veut automatiser jusqu'au bout, compagnie, on peut le faire, sans problème. Hop. Et juste pour le montrer avant, ici, on est dans un cas où, alors il faudra peut-être que je le réenlève, mais sur la machine, parce que j'ai fait les démos une fois ou deux pour remonter les slides, évidemment, mais sur notre machine, on avait le certificat de premier niveau, on n'avait pas le Gandhi Cert intermédiaire parce qu'il est relativement récent, et évidemment, on n'avait pas le certificat Volubis. De toute façon, on n'avait pas l'intermédiaire, donc on ne pouvait pas. Et donc, l'idée, c'était de dire, j'injecte ce certificat-là avec sa chaîne de certification, justement, pour pouvoir aller tout monter d'un coup. Comment ça se passe? Hop, c'est mon petit scénario 2. Je vais ranger mes affaires, histoire de ne pas tout mélanger, d'accord? Je vais fermer tout ça parce que je me calme. Je vais repartir sur une nouvelle authentification. Je pourrais réutiliser celle que j'ai pour le coup, d'accord, mais je vais partir sur une nouvelle authentification parce que j'ai un paramétrage qui est un peu différent dans cette config-là. Je récupère mon token et je le monte dans mon scénario. Hop. OK. Donc, l'authentification, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il l'avait pris. Bon, on verra bien. L'authentification, c'est OK. On est d'accord que côté DCM, pour le coup, toi, tu vas partir. Côté DCM, si je regarde les certificats, je n'ai pas de certificat qui s'appelle Volubis. On est serein. Et on a dit, il faudrait que j'enlève éventuellement le certificat intermédiaire. On a dit le Gandhi Cert, parce que j'ai dû le rajouter en faisant mes premières démos. Donc, je vais dire, attends, affiche-moi que les autorités de certification et donne-moi les Gandhi. Il y en a un. On va le supprimer. Donc, évidemment, là, on a un petit message de confirmation quand même. Et voilà. OK. Donc, il me reste des choses, mais je n'ai pas Volubis, je n'ai pas Gandhi. Donc, dans mon scénario, je l'avais préparé à l'avance, on nous demande à peu près la même chose, d'accord? Évidemment, j'ai déjà encodé mon certificat en base 64. Tac. Je lui envoie ma configuration. Donc là, simplement, je lui dis, c'est le certificat, s'appelle appelle-le-moi volubis.fr en termes d'alias, d'accord? Je lui ai mis un petit mot de passe, OK, temporaire, on va dire. 204, ça s'est bien passé, super. Et donc, si je reviens ici, je vais lui demander on va faire un petit refresh déjà pour que l'interface soit clean. Si je lui demande, est-ce que tu as un Gandhi? Il a un Gandhi. Je lui dis, tiens, fais voir la chaîne de certification. Le Gandhi lui-même s'applique sur le DigiCert Global Root G2. C'est cohérent avec ce qu'on avait vu.
Et si je lui demande, fais-moi voir le petit Volubis par acquis de conscience, hop, il y a un petit Volubis. Bon, bientôt, il y aura un arrêt du site web. Mais pour l'instant, il est là, il est encore valide, pas de problème. Et de la même façon, il est clean, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Tac, tac, tac. Alors, par défaut, moi, celui que j'ai importé, c'est le Volubis. Et lui, il a importé, ce qui m'intéresse de montrer, en fait, c'est ça, c'est qu'il a importé la partie de la chaîne de certification qui était manquante. Et par défaut, et c'est plutôt une bonne pratique, il a donné, en termes d'alias, le common name du certificat qui était derrière, histoire qu'on se retrouve plus facilement à l'intérieur. Allez-y, c'est plutôt pas mal. Et puis, dans mon scénario, qu'est-ce que je fais après? Ben, évidemment, après, je vais demander, alors ici, c'était pour montrer, en fait, il y a une méthode qui permet de dissocier le certificat actuellement associé au serveur PowerWeek. Donc, il y a un certificat associé, je vais l'enlever, et je vais aller mettre mon nouveau certif Volubis à la place. Je choisis, enlève-le, je vais pas aller voir, je vais continuer un peu pour avancer, d'accord? Fais confiance. Je vais associer mon nouveau certificat, donc cette fois le volubis.fr. Hop. Étant donné que j'ai créé un token pour me connecter, la bonne pratique quand vous avez fini de travailler, c'est d'aller invalider le token pour pas qu'il soit récupéré. Si quelqu'un a écouté la conversation réseau, compagnie, on va invalider l'authentification. Je vais peut-être pas le faire tout de suite au cas où. Je vais d'abord faire mes checks visuels d'abord. Tac. C'est pas ça, c'est ici. Donc, si je reviens cette fois à mes applications, je vais chercher mon serveur ici, petit coup de refresh au cas où. Hop, il est bien en volubis.fr. D'accord, et je suis bien bon, j'ai mon volubis. Alors, oui, je n'ai pas changé mes autorités mes autorités trust, mais par défaut, il fait confiance à toutes mes autorités qui sont dans mon magasin. Pour aller plus loin, il aurait fallu que je change cette configuration-là pour lui dire fais confiance à Gandhi et à GlobalRoute. Étant donné que j'ai changé le certif, il faudrait que je sois cohérent avec les autorités. Dans mon cas, ça ne va pas gêner. Et si je arrête mon serveur et que je le redémarre, pourquoi on utilise des autorités publiques? C'est pour ne pas avoir le gros message d'avertissement sur le navigateur web quand j'accède au site où il dit attention, je ne connais pas ce certif. On va les acheter parce que dans les navigateurs web, ils connaissent Gandhi et du coup, ils feront confiance à notre certificat. Je vais mettre un petit warning d'ailleurs là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, IWS va passer, les serveurs vont passer en IWS 3 sur une base Jakarta qui est dite dans la documentation que j'ai trouvée sur le web, qui gère en natif les entêtes CORS et HSTS. C'est des options qu'on avait déjà, mais qu'il fallait cocher si on voulait les mettre. Alors le CORS, bon, c'est pour quand on va appeler des sous-domaines, ça ne concerne pas trop là. Par contre, dans le HSTS, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est en fait, il va nous rerouter sur un port HTTPS si jamais on interroge sur un port HTTP existant, bien entendu, et que le HTTPS existe, mais il va nous rerouter, il va nous forcer le HTTPS. Donc, ce qui veut dire que si le client n'a pas l'autorité, il ne pourra pas accéder au service même en HTTP, même s'il a fait une requête HTTP. Mais surtout, la deuxième partie qui risque, nous, de nous faire mal, c'est que le HSTS interdit les autorités locales. Donc, si votre client vous appelle avec la balise HSTS, moi, comme je le comprends pour l'instant, je n'ai pas encore testé, mais ça fait partie des tests. Donc, peut-être pas ce week-end, mais peut-être le week-end d'après. Ouais, ça va. Si vous appelez avec la balise HSTS, que vous avez des autorités locales, il ne pourra pas accéder à vos... Il me semble bien que Firefox appliquait déjà en tant que navigateur, appliquait cette règle-là depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on a une valeur par défaut, désactivable, mais c'est une valeur par défaut. Oui, après, on peut aller dans les... Donc, on verra l'implémentation que nous, on aura, si on peut la désactiver ou pas. Mais voilà, ça fera partie, nous, des recherches qu'on va faire. C'est cohérent, en tout cas, dans le mode de sécurité par défaut qu'on nous demande aujourd'hui en standard. C'est cohérent. Je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'on puisse se désactiver parce que ça va picoter un peu. Ouais, sinon ça va picoter. Mais oui. En tout cas, il faudra certainement venir aussi à travailler moins avec des autorités locales, ce qui est un petit peu l'habitude, et à travailler plus avec des autorités, pas forcément publiques achetées, mais au moins entreprises, générées par ailleurs. Ce qui n'est pas si difficile que ça, parce que je l'ai fait en suivant un tuto que j'ai trouvé. Non, mais c'est vrai. Sur Let's Encrypt.
J'ai relancé C'est mon juste pour serveur. dire qu'il risque d'y avoir des petits changements Local, d'habitude. Ouais, là, il y aura des blocages. D'ailleurs, il n'y a pas d'intermédiaire possible non plus avec ces autorités. Non, on peut pas. non, typiquement, après, il faut se les faire à la main. Oui, c'est ça. Ça, Faut ouais, récupérer la du coup, locale c'est et une refaire. publique. Ça devient une publique au sens de DCM. J'ai relancé, je vous ai vendu du rêve en disant que mon navigateur serait content, qu'il ferait confiance à mon certificat, puisque maintenant je l'ai depuis une autorité publique. Il est toujours pas content, mais cette fois c'est différent. En fait, il me dit, dans ton certificat, c'est marqué volubis.fr, Ouais. et puis là, c'est itest10.gaia.lan. Donc c'est pour ça que le navigateur n'est pas content. Maintenant, si je lui dis quand même, vas-y, et il m'explique, hein, d'accord, il me dit, voilà, itest10 au lieu de volubis, machin, mais c'est pas la même erreur que tout à l'heure. Tout à l'heure, il disait, je connais pas l'autorité. L'entête Corse permet normalement justement de passer à travers ça quand on est sur un sous-domaine. J'y vais quand même, mais pour pouvoir afficher mon certif, mais étant donné qu'on a déjà eu le message, on n'a pas trop de doute sur le certificat qui est pris en charge. C'est celui du site Volubis qui est là-dessus. Alors, OK. L'idée, c'est de dire ces applications, ces manipulations-là, on les fait depuis longtemps à la main dans DCM. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ça ne pose pas de problème, tac, 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 d'accord. Aujourd'hui, on a un moyen simple de l'automatiser, parce que jusque-là, on n'avait pas de moyen simple. Il y a des moyens, mais pas simples. Donc là, on a un moyen simple de l'automatiser. J'ai remis les captures d'écran, d'accord, pour que vous soyez tranquille à la maison. Et appeler un web service aujourd'hui, surtout que les web services dans la construction, ils sont simples en fait, en termes. C'est le certificat qui est gros à passer, mais c'est un petit document de JSON avec 2 ou 3 à 5 attributs. C'est le certificat et puis il roule. C'est facile à faire. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un service qui permet de récupérer les certificats qui vont expirer dans les temps à venir? Parce qu'il y a un service SQL maintenant. Il y a un service SQL, mais il y a aussi un les service API il y RSE. a les deux, ouais. Parce que ça, c'est un truc qui est arrivé à un certain nombre de nos clients. Plus rien qui marche, oui. Et oui, certificat expiré. Ouais, c'est quand même dommage de ne pas avoir une alerte quelques jours avant. Il faudrait faire quelque chose. Nous, on a des clients pour lesquels on s'est mis nous-mêmes les alertes parce qu'on sait que. J'en ai d'autres. Non, mais du coup, c'est super intéressant de justement pouvoir dans automatiser. DCM, tu vois les certificats en rouge, orange, mais il faut se connecter. Personne n'y va pour plaisir. Vous avez un service SQL, c'est le Certificate Info. Et tu peux même, dans les paramètres d'appel, tu peux même lui dire je veux tous ceux qui vont expirer dans les 2 mois, par exemple. Et puis, il y a une route, il y a un service Certificate List qui va te donner tous les certificats. Charge à toi après d'aller regarder dans les attributs de date. Dans le passage des paramètres, tu peux dire le nombre de jours avant expiration et si on supprime ceux déjà expirés. Pour nettoyer un petit peu. Donc ça, c'est top. Alors, je ne les supprimerai pas avant d'avoir fait le changement, mais on va perdre la trace, tu vois, mais globalement, ouais, on peut. Pour automatiser, alors là je l'ai fait en Postman pour montrer étape par étape, d'accord, comment ça se passe. Et puis si vous travaillez en web service, ça fait partie des outils de base pour comprendre un peu les choses. Maintenant, si on le fait en mode, si on voulait l'automatiser, bon, je l'ai fait en SQL parce qu'on aime bien SQL sur l'IBMI pour appeler des web services, d'accord. Mais si vous voulez le faire en SQL, c'est relativement facile, hein, d'accord. Je n'ai pas fait du JSON Object pour faire le flux, mais globalement, bon, c'était pour pas mettre dans la présentation les mots de passe que j'ai dû vous montrer en direct. Et bon, globalement, vous préparez vos données et vous avez là, j'ai préparé mon header. Vous faites un HTTP post, donnez l'URL, vous donnez le message qui est préparé à l'avance, tac, tac, tac. On donne les headers. Et puis, hop là, j'ai fait un petit verbose pour permettre d'avoir les codes HTTP en retour et les en-têtes au cas où. Et puis, j'ai fait un petit peu du brutal. J'ai récupéré que la valeur du header qui revient dans l'autorisation en retour. Dans la vraie vie, il faudrait tester un peu mieux les erreurs et tout. Hein. J'ai fait brutal, mais c'est de dire, là, vous pouvez récupérer directement votre authentification. Hop, je la mets dans une variable SQL. Et pour la suite, hyper facile. Je veux injecter, c'était quoi celui-là? Je veux importer un certificat. Je prépare mes données. Évidemment, j'ai mis sur l'IFS mon certificat à encoder en base 64. J'injecte tout ça dans mon JSON.
j'appelle mon service. L'autorisation, c'est celle que j'ai mémorisée du précédent appel. Hop. Donc, si vous avez un peu l'habitude, honnêtement, il n'y a pas un gros job à faire là-dessus. Il faut y aller tranquillement, mais ce n'est pas très compliqué. Je le montre en SQL parce qu'on a beaucoup d'exemples d'appels de web service SQL. Pour ce genre de choses, je ne suis pas persuadé que le SQL soit la meilleure solution, par ailleurs, mais Pour ce service-là, non, c'est pas sûr. non, c'est pas sûr. C'est pour ça que vous pouvez aussi faire du curl sur toutes les plateformes. J'ai pris du curl, c'est le plus standard, que vous soyez Linux, Windows, IBMI, etc. D'accord. Vous pouvez faire du curl. Revenez dans Postman aux différents. C'est pour ça que je vous ai dit que vous affichez les commandes curl correspondantes, etc. D'accord. La page Open Liberty vous le donne aussi quand vous testez un service, le curl qui a été généré. Vous mettez ça dans un petit script shell, quelle que soit la plateforme. PowerShell, si vous préférez du Windows, je m'en fiche, peu importe, d'accord, mais mettez ça dans un script shell qui dit, bon, je l'ai fait sur l'IBMI ici, ok, mais dans lequel vous êtes capable de dire, ok, je veux du verbose, parce que, enfin, pareil, je fais des tests. Ça, c'est pour lui demander d'ignorer les certificats de RSE lui-même, parce que sinon, il faudrait que sur la machine depuis laquelle je fais l'appel, j'ai moi-même mis les autorités de certification de RSE. Je ne parle pas de celle qu'on veut injecter, mais de celle du service RSE. Bon. Et puis, on injecte avec une syntaxe différente les mêmes choses que demandé, d'accord. Et puis, bon, là, je me suis amusé à découper directement la valeur de retour pour récupérer le jeton qui revient dans l'autorisation. Bon, je n'ai pas fait la suite, ok, après. C'est pareil, enchaîner sur les autres services. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, ça peut paraître un peu barbare, mais quand on voit la tête des scripts shell pour Let's Encrypt, pas tellement, en fait. Et ça reste des outils hyper standards sur lesquels même des administrateurs Linux et Windows ne pourront pas vous dire c'est étrange ce que tu fais. D'accord, donc c'est quand même le but. D'ailleurs, c'est toujours amusant de constater que pour eux, ça, c'est pas étrange, mais qu'une ligne verte, c'est le diable. Ouais, parce que j'aurais pu le faire dans PAS, mais non, c'est dingue, il y a un petit grep, enfin voilà. Je ne sais pas grand-chose, mais ça n'empêche. Bon, puis c'est quand on dit que je l'ai exécuté en SSH pour le coup, ouais. pour bien montrer que là on est dans le monde standard du standard, quoi. Donc ça, vous pouvez aider vos admins. Il faut connaître les services à appeler, il faut connaître la structure des services et compagnie, d'accord. Donc vous pouvez aider vos administrateurs à mettre au point les différents scripts, les différents automatismes, les listes, l'authentification de ce qui va expirer, vos organisations, etc. Vous les aidez à mettre au point ce genre de choses. Là, en gros, je dirige la sortie dans un fichier de log que je vais relire après pour extraire. On peut certainement faire autrement, d'accord, mais je l'ai fait en rapide. Et une fois que vous avez travaillé avec eux pour avoir un automatisme qui fonctionne, eux, ils intègrent ça dans leurs exploits à eux et pas de raison qu'ils n'arrivent pas à gérer les certificats sur l'IBMI. Un collègue voilà, il y a 2-3 petites fonctions qui manquent encore dans DCM. On peut importer, exporter, associer, dissocier, supprimer, etc. Il y a un truc très bête qu'on ne peut pas faire dans DCM, on ne peut pas créer un certificat. Ce qu'on peut faire dans l'interface graphique, on ne peut pas créer un certificat depuis une autorité locale. Enfin, la création, c'est forcément depuis une autorité locale. On ne peut même pas faire un renew. Ça va faire partie aussi des choses, des IDA. Et une request, une signing request, CSR. Non, il n'y a pas les CSR non plus encore. Ça, je trouve ça pas mal, moi, les CSR. Pour le coup, c'est cohérent avec le fait de dire qu'il n'y a pas de nouveau certif. Ouais. Oui, ça fait partie du même ça package. Fait partie du renew, d'ailleurs. Ouais, ça fait, voilà, exactement. Donc, je vais essayer je préfère le chemin du CSR, puisqu'il y a un hashcode qui correspond au serveur lui-même qui dit ce certificat sera pour moi, et je dis au départ, voilà, il y a un échange de clés dans l'autre sens. Je trouve ça plutôt mieux. La pratique des CSR me paraît plutôt une bonne pratique. Ouais, mais oui, le CSR, pour les... Alors, ça dépend comment sont créés les certifs et les clés, mais la bonne pratique, c'est de dire le CSR, qui est la clé privée, en gros, généré sur le serveur avec identification du nom de domaine final tel qu'il doit être.
Le CSR, une fois qu'on vous l'a affiché, c'est impossible à récupérer. Il est stocké, il n'est plus jamais remonté, il est crypté. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas mettre ça dans les API. Parce qu'ils ne savent pas comment le sécuriser. sécuriser. Tu le ressors. Bon, qu'il faut le protéger. Il y a un moment, tu es obligé de le ressortir parce que le CSR, il faut qu'on le transmette à l'autorité. Donc, de toute façon, il faut bien qu'on le ressorte à un moment. Pour moi, on aurait une API achetons unique en fait, qui ressort le CSR, on ne serait pas plus mal. Mais on va voir comment ça bouge. On va se renseigner, on va attendre les prochaines versions. On a 2-3 petites choses à demander de toute façon. Donc, ouais. On va essayer de mettre le pied dans la porte avec un réunion. Voir si ça passe. Et puis pour répondre à la question de tout à l'heure, le service SQL qui permet de voir les dates d'autorité de certificat, par exemple. Petit exemple qui est. Donc, il n'y a pas encore tout. Et voilà, on parlait tout à l'heure de Jesse Gorzinski, il avait wrappé aussi les commandes dans des commandes shell. Donc, on y est presque. Il va manquer, dès qu'on aura les créations de certificats, honnêtement, on aura presque toutes les fonctions de DCM, parce qu'il y en a 2-3 sur lesquelles, je ne sais pas si on ira se battre, les attributs des applications pour dire je veux forcer du TLS 1.3, mais pas du 1.2. Il y a peut-être un moment, il faudra aller à la main sur vos serveurs une fois tous les 4 ans, d'accord. Mais je pense que pour le gros de l'automatisation des certificats, honnêtement... Surtout que tout ce qui est encryptage, les valeurs par défaut montent en fonction des TR. On l'a pas mis ici, quand mais même, a priori, en fonction de votre version d'OS, vous avez des protocoles TLS 1, 2, 3, etc. qui sont autorisés ou pas. Vous avez des niveaux de cipher, je ne sais plus les mots en français. Les algorithmes. Les algorithmes de cryptage qui peuvent être définis au niveau, il y a des variables système qui permettent de les définir avec des ordres de préférence. Si vous avez besoin de déroger, de réactiver des anciens cryptages parce que vous communiquez avec une très vieille plateforme, c'est arrivé chez certains de nos clients, il faut les réactiver au niveau système, mais il faut, et là c'est moins documenté, il faut aussi les réactiver dans SST. Il y a une macro qui permet, il y a une TLS config qui permet de réactiver les différents ciphers nécessaires, et c'est une fois qu'ils sont réactivés des deux côtés qu'ils deviennent actifs. On va arrêter là, pile dans les temps, mais attends, pour répondre à toutes vos questions, je n'ai pas de me poser. J'en ai déjà posé. Ça a pris de l'avance. Non, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir automatiser vraiment efficacement cette gestion qui aujourd'hui est très manuelle. Et on le disait, c'est un point d'achoppement avec les équipes réseau, système, réseau, etc., qui ne veulent pas toucher à ces trucs-là. Qui ne veulent pas rentrer sur les machines. Et ce qui fait que la plupart du temps, bon après, ce n'est pas non plus forcément une mauvaise pratique, mais qu'on s'est retrouvé souvent derrière des reverse proxy, mais entre le reverse proxy et l'IBMI, ben, on est resté en HTTP, par exemple, pour ce genre de raisons. Le reverse proxy reste une bonne idée malgré tout. Ça n'empêche pas qu'on ait... Le flux entre les deux, s'il peut être crypté, c'est pas plus mal non plus. Tout à fait. Non, ça devrait être la norme. Ah oui. Merci à vous. On reste là si vous avez besoin. Je pense que ça va faire. Sérieux, parce que nous, on a